Ils disent, le bruit de la terre tombant sur un cercueil est le bruit le plus douloureux au monde. Mais pour Andrea Rez, la véritable dévastation ne craignait pas de la tombe, mais de l'homme debout à côté d'elle. À 10h du matin, elle enterrait sa mère. À 10h05, son mari lui remettait une enveloppe qui détruisait sa vie. Il la laissait là, enceinte, sans un sou et seule sous la pluie. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la pauvre femme dans ce cercueil était une secrétaire qui avait laissé à Andrea un héritage d'une valeur de 30 milliards. Et au moment où elle le découvrit, il était trop tard pour les regrets. C'est l'histoire d'une trahison ultime et de la vengeance la plus satisfaisante que vous n'entendrez jamais. L'averse au Loyola Memorial Park à Marikina n'était pas une simple bruine, c'était une punition. Elle tombait comme des rideaux de glace, transformant le monticule de terre fraîche sur la tombe de Margarita de la Torre en boue. Andrea Rezalim tremblait, serrant un fragile parapluie noir. Ses chaussures de vieille ballerine qui avaient connu des jours meilleurs s'enfonçaient dans l'herbe mouillée. Elle était enceinte de 6 mois, et le poids de son ventre semblait encore plus lourd maintenant, comme si sa fille, Victoria, pouvait ressentir la tristesse enveloppant son corps. C'est fini. La voix à côté d'elle était dure, impatiente et dénuée de toute chaleur. Marco Santiago regarda sa Rolex submarinée pour la 3e fois en 5 minutes. Il déplaça son poids, essayant de brosser la boue de ses mocassins en cuir italien. « Marco, tu es tellement pitoyable », chuchota Andrea, la voix brisée. Cela ne fait même pas 10 minutes que le prêtre est parti. J'avais juste besoin d'un moment avec maman. Marco soupira. Un grand souffle d'air dramatique se transforma en vapeur blanche dans l'air froid. Andrea, regarde autour de toi. Il n'y a plus personne. Il n'y a que nous et le fossoyeur qui attend que nous partions pour finir son travail. Ta mère est partie. La pneumonie. Elle ne pouvait pas être ramenée. Andrea baissa les yeux vers la simple croix en bois. Elle n'avait pas encore l'argent pour acheter une pierre tombale. Sa mère, Margarita, était morte d'un accident vasculaire cérébral soudain, laissant derrière elle un petit appartement en désordre et une montagne de factures d'hôpital impayées. Du moins, c'est ce qu'Andrea pensait. Margarita menait une vie étrangement calme, portant souvent des vêtements provenant de la décharge et découpant des bons de réduction. Marco l'avait toujours méprisée, il l'appelait une parasite et un fardeau. Je voulais juste lui dire au revoir, sanglota doucement Andrea. Marco renifla. Au revoir. Il tourna son visage vers elle. Ses traits étaient durs. C'était un bel homme des yeux bleus perçants et vifs, le genre de visage capable de conclure des affaires dans les salles de conseil. Mais à ce moment-là, il semblait être un étranger. En fait, puisque nous sommes déjà ici. Il n'y a jamais de bon moment pour faire ça, alors je vais juste arracher le pansement. D'un sac, Andrea essuya ses yeux, confuse. Qu'est-ce que Marco sortait de la poche intérieure de son trench coat fraîchement nettoyé à sec? Il en sortit une épaisse enveloppe manila. Ce n'était pas une carte de sympathie. Il la plaça dans la main libre d'Andrea. Qu'est-ce que c'est? Demanda Andrea. Elle pouvait sentir le papier humide sous ses doigts. Les papiers d'annulation, dit calmement Marco. La façon dont il le dit était étrangement décontractée, comme s'il commandait simplement un café. J'ai signé ma partie. Mon avocat, Gempe Montero, te contactera pour la logistique. Mais je veux que tu quittes le Penthouse demain après-midi. Le monde s'arrêta. La pluie semblait se figer dans l'air. Marco, quoi? Dit Andrea, en se tenant le ventre. Je suis enceinte de ton enfant. Ma mère vient de mourir. Nous sommes en train de l'enterrer. Je sais que le moment n'est pas idéal, dit Marco. Il ajustait son col. Mais je ne peux plus continuer comme ça, Andrea. Je suis sur le point de devenir associé chez Del Rosario. Les associés ont besoin d'une femme qui correspond à cette vie et une femme qui est un atout, pas un passif. Un passif, cria Andrea, lâchant le parapluie. La pluie mouilla immédiatement ses cheveux. Elle se colla contre son visage pâle. Je t'ai soutenu pendant 5 ans. J'ai cumulé 2 emplois pendant que tu finissais ton école de droit. J'ai payé le costume que tu portes. Et je l'apprécie, dit froidement Marco. Mais les chemins que nous empruntons sont différents. Regarde-toi, Andrea. Tu es comme une provinciale en vêtements mouillés. Tu n'as pas d'ambition. Et honnêtement, je ne veux plus être coincé dans la pauvreté de ta famille.
Je ne veux pas que notre enfant grandisse avec ce genre de mentalité de perdant. Y a-t-il autre chose? Demanda Andrea. Son intuition hurlait. Marco marqua une pause. Un sourire cruel dessina le coin de ses lèvres. Sofia est la fille de l'associé principal. Elle me comprend, Andrea. Elle comprend le monde auquel j'appartiens. Sofia était la femme que Marco avait engagée comme consultante il y a 3 mois, la femme qui lui souriait toujours lors de la fête de Noël. Tu nous quittes, ma fille Victoria et moi, pour la fille de ton patron? Je sécurise mon avenir, corrigea Marco. J'ai laissé 550 000 sur notre compte joint. Considère cela comme une indemnité de séparation. Utilise-les pour trouver un logement. Peut-être devrais-tu simplement retourner dans la province d'où tu viens. Tu y serais mieux. Il se tourna et commença à marcher vers sa BMW X5 argentée garée sur la route pavée. Marco, tu ne peux pas me laisser ici, cria Andrea. Le vent emportait le son de sa gorge. Je n'ai pas de voiture, Marco. Il ne se retourna pas. Il monta dans le SUV profilé, le moteur rugit, et il s'éloigna. L'eau boueuse éclaboussa l'herbe alors qu'il accélérait. Andrea tomba à genoux dans la boue. Elle serra l'enveloppe contre sa poitrine, en sanglotant. Elle avait perdu sa mère et son mari en 24 heures. Elle était seule, transie de froid, et portait une vie qu'il ne se souciait pas de soutenir. Elle resta là pendant ce qui sembla être des heures, tremblant si fort que ses dents s'entrechoquaient. Elle n'entendit pas les roues sur le gravier jusqu'à ce que la voiture soit derrière elle. Ce n'était pas Marco qui revenait. C'était une Rolls-Royce Phantom vintage noire. Un homme muni d'un grand parapluie noir en sortit, suivi d'un homme plus âgé portant un très beau costume anthracite. Il avait des cheveux argentés, des lunettes à monture fine et portait une mallette en cuir qui semblait encore plus vieille qu'Andrea. Il s'approcha de l'endroit où Andrea était agenouillée dans la boue. Il ne dit rien au départ, il tint simplement le parapluie au-dessus d'elle, la protégeant de la pluie battante. « Madame Santiago » demanda l'homme. Sa voix était profonde, douce et bienveillante. Andrea leva les yeux, le mascara coulant sur ses joues. « Qui êtes-vous » L'homme dit, « Je m'appelle Arturo Montenegro. J'ai été l'avocat personnel de votre mère au cours des 40 dernières années. » Andrea cligna des yeux, essuyant la pluie de son regard. « Ma mère n'a pas d'avocat. Elle travaillait dans une boulangerie. Elle avait à peine de quoi payer le loyer. » Arturo Montenegro sourit, un petit sourire secret. Il lui offrit sa main pour l'aider à se relever. « C'est, chère madame, exactement ce que Margarita voulait que tout le monde croie. S'il vous plaît, montez dans la voiture. Nous avons beaucoup à nous dire, et vous ne devriez pas rester dehors par ce froid. L'héritière de la dynastie de la Torre ne peut pas attraper froid. » L'intérieur de la Rolls-Royce sentait le vieux cuir et le brandy coûteux. Le chauffage était allumé. Andrea était enveloppée dans une couverture de chaleur qui faisait picoter sa peau. Elle était assise recroquevillée sur le siège arrière avec une épaisse couverture en laine sur le dos, fournie par le chauffeur nommé Alfredo. Arturo Montenegro s'assit en face d'elle, ouvrant un thermos en argent. Il versa du thé fumant dans une tasse et la lui tendit. « Buvez, dit-il gentiment. Le choc est une chose dangereuse pour une femme dans votre situation. » Andrea prit la tasse de ses mains tremblantes. « Maître Montenegro, je ne comprends pas. Faites-vous erreur ? Ma mère. Elle découpait des coupons. Nous avons mangé des nouilles instantanées pendant des semaines quand la facture d'électricité était trop élevée. Pourquoi êtes-vous une Rolls-Royce ? » Arturo soupira, regardant par la fenêtre alors que la voiture glissait lentement vers le centre de Manille. Margarita de la Torre était une femme d'une discipline extrême. « Andrea, savez-vous ce que votre grand-père faisait dans la vie ? » Il était fermier quelque part à Negro. « Oui, » acquiesça Arturo. Mais en 1974, il a découvert que ces terres étaient parfaites pour un type de culture très innovant, puis il a investi cet argent dans une petite entreprise de télécom en laquelle personne ne croyait. Margarita a tout hérité à l'âge de 20 ans. Andrea le fixa. « À cause de votre père, » dit doucement Arturo. « Votre père a épousé Margarita pour son argent. Il a dépensé des millions et est resté avec elle pendant 3 ans, l'amenant presque à la faillite avant de mourir dans cet accident de voiture. Margarita craignait que vous ne grandissiez comme elle, ou que vous n'attiriez des hommes qui ne voulaient que votre fortune. » Andrea sentit quelque chose se nouer dans sa gorge.
Elle pensa à Marco. Je ne veux plus être coincée dans la pauvreté de ta famille. Elle voulait que vous trouviez un homme qui vous aimerait pour ce que vous êtes, Andrea, pas pour votre nom de famille, de la Torre. Elle voulait que vous appreniez la valeur d'un peso et d'un bon effort. Arturo fit une pause, ses yeux se rétrécissant légèrement derrière ses lunettes. Elle savait, chuchota Andrea. Elle savait qu'il était mauvais? Elle l'avait fait enquêter. Cela fait 3 ans qu'Arturo lui a révélé la vérité pour la première fois. Elle connaissait ses dettes de jeu au casino. Elle connaissait son ambition et soupçonnait son infidélité avant même que vous ne le sachiez. Elle attendait juste que vous le voyiez par vous-même. Andrea regarda l'enveloppe boueuse toujours dans sa main. Je le vois maintenant. Il a divorcé de moi juste à côté de sa tombe. Le visage d'Arturo s'assombrit. Une lueur de colère véritable traversa ses traits. Qu'a-t-il fait? Il m'a quitté, dit Andrea, la voix vide. Il a dit que je suis un passif. Il a dit que je suis une pauvre fille de la campagne et qu'il a besoin de quelqu'un ayant un statut. Arturo la fixa pendant un long moment, puis, étrangement, il gloussa un rire court et sec. Ce n'était pas un rire d'amusement, c'était le rire d'un général qui venait d'apprendre les plans de bataille de l'ennemi. Statut. Arturo goûta le mot à nouveau comme un vin aigre. Monsieur Santiago est un associé junior dans un cabinet d'avocats qui facture à l'heure. Il pense que c'est cela, le statut? Arturo plaça sa mallette sur ses genoux et ouvrit les fermoirs dorés. Il en sortit un épais document relié en velours bleu. Il l'ouvrit. Andrea était prise de vertige. Combien? Combien cela vaut-il? Arturo la regarda droit dans les yeux. Après impôt, l'évaluation actuelle de la succession de la Torre est d'environ 33 milliards. Andrea lâcha la tasse de thé. Elle ne se cassa pas, mais le liquide chaud se répandit sur le tapis. Elle ne pouvait plus respirer. 33 milliards? Mais, Arturo leva un doigt, il y avait une condition. Votre mère savait que vous aviez un cœur tendre, Andrea. Elle craignait que si vous héritiez de cet argent en étant marié à un homme comme Marco, il vous manipulerait pour obtenir le contrôle. Andrea regarda les papiers d'annulation sur ses genoux. Marco venait de lui remettre les clés de la fortune. En divorçant, il a rempli la condition, chuchota Andrea. Exactement, dit Arturo. Techniquement, parce que c'est lui qui a déposé les papiers avant que vous ne receviez l'héritage, et parce qu'aux Philippines le régime par défaut est la communauté absolue de biens mais les héritages sont généralement considérés comme des biens exclusifs. Surtout dans cette structure fiduciaire, il a droit à exactement 0 centime de cet argent. Arturo s'inclina. Pourtant, personne n'est au courant. Aux yeux du monde, Margarita de la Torre est morte pauvre. Pour Marco, vous êtes une mère célibataire sans rien. Si nous montrons l'acceptation de l'héritage publiquement, il pourrait essayer de contester l'annulation, en disant qu'il veut vous récupérer juste pour obtenir un arrangement financier. Les larmes d'Andrea séchèrent. À la place, un feu froid et dur commença à brûler dans sa poitrine. Elle pensa au départ de Marco. Elle pensa à lui la traitant de passif. Elle pensa à Sofia, la femme prenant sa place. Je lui accorderai l'annulation, dit Andrea, la voix tremblante, mais cette fois de colère et non de tristesse. Je lui donnerai l'annulation, mais je ne veux pas qu'il sache pour l'argent. Pas encore. Arturo sourit, et cette fois, c'était le sourire d'un prédateur. Je m'attendais à ce que vous disiez cela. Le silence est notre plus grande arme. Mais vous avez besoin d'un endroit où vivre. Le Penthouse est à son nom? Oui. Bien. Laissez-le lui. Il y a une hypothèque dessus, j'en suis sûr. Une grosse. Il est obsédé par les apparences. Parfait. Arturo pointa un papier dans le dossier. Je pense que nous allons vous installer dans le domaine familial. Ce n'est pas dans la ville, c'est à Forbes Park. Forbes Park, demanda Andrea. C'est là que vivent les milliardaires. Vous possédez un manoir à Forbes Park, corrigea Arturo. Il est vide depuis 10 ans, entretenu par un personnel qui n'attend que vous. Mais d'abord. Arturo regarda ses vêtements boueux, ses chaussures usées et ses cheveux en désordre. Si nous allons mener une guerre, Madame Santiago, ou devrais-je dire, Mademoiselle de la Torre, nous devons vous armer. Marco Santiago avait écrasé Andrea, mais il ne reconnaissait toujours pas la femme qui allait prendre sa place.
Arturo prit le téléphone de la voiture. Alfredo, emmène-nous au Pen et appelle le personal shopper de chez Rustan S. Nous avons besoin qu'une garde-robe entière soit envoyée à la suite présidentielle. Enceinte mais courageuse, Andrea caressa son ventre. Il a dit qu'il voulait un avenir, chuchota TL vers la pluie qui rayait la vitre. Je vais acheter son avenir. 3 jours après les funérailles, Andrea entra dans le bureau brillant aux façades de verre de Del Rosario Partners ABGC. Elle portait un gilet gris un peu trop grand pour elle, un jean délavé et des baskets. Elle ressemblait exactement à ce que Marco voulait qu'elle soit, vaincue, pauvre et sans valeur. La réceptionniste, une jeune femme aux mèches parfaites, la regarda avec un mépris à peine dissimulé. Les livraisons se font à l'entrée de service, à l'arrière. Je suis ici pour Marco Santiago, dit faiblement Andrea, en tenant son sac. Je suis sa femme. La réceptionniste la dévisagea. Elle inspecta la tenue d'Andrea de la tête aux pieds. Ah, la femme. D'accord. Il est dans la salle de conférence. Il a dit de vous laisser entrer, il est pressé. Andrea remonta le couloir. Elle pouvait sentir les regards des assistants juridiques et des jeunes avocats sur elle. Ils savaient tous. Dans un cabinet boutique comme celui-ci, les potins circulaient plus vite que les virements bancaires. Ils savaient que Marco quittait sa femme enceinte pour la fille du patron. Il pariait probablement sur le fait qu'elle allait pleurer. Elle ouvrit la lourde porte en bois. Marco était assis au bout d'une longue table en acajou. À côté de lui se trouvait un homme à l'allure de bulldog en costume, Gempe Montero, son avocat pour l'annulation. Et assise dans un coin, regardant son téléphone, se trouvait Sofia. Sofia était magnifique et portait des vêtements qui coûtaient plus cher que l'ancien salaire annuel d'Andrea. Quand Andrea entra, Sofia ne se leva même pas, elle sourit simplement avec fierté. « Tu es en retard », dit Marco, sans quitter ses papiers des yeux. « J'ai un déjeuner d'affaires à 13 heures. »« J'ai pris le bus », mentit Andrea. Sa Rolls-Royce était en réalité garée 3 pâtés de maison plus loin, avec Alfredo surveillant comme un faucon. « Voici l'accord », dit Gempe Montero, faisant glisser un document sur la table. Comme convenu, Marco versera une somme unique de 500 000 pesos. Pas de pension alimentaire, pas de droit sur ses revenus futurs. Vous obtiendrez la garde physique complète de l'enfant, mais Marco se réserve le droit de visite à sa discrétion. Droit de visite, demanda Andrea, la voix tremblant légèrement. Veux-tu voir l'enfant? Langage juridique standard, dit Marco d'un ton nonchalant. Je doute d'avoir beaucoup de temps sur le chemin de l'association et de notre nouvelle vie. Il regarda Sofia. Mais ce serait bien sur le papier d'avoir l'option. Andrea dut utiliser toute sa force pour ne pas s'effondrer sur la table. Ce serait bien sur le papier. Voilà tout ce que son enfant valait pour lui, une clause, une note de bas de page. Et si je signe ça, demanda Andrea. Nous en aurons vraiment fini, de façon irrévocable, dit Gem. Dès que le tribunal scellera cela, vous serez légalement des étrangers l'un pour l'autre. Andrea prit le stylo. Sa main plana au-dessus du papier. Marco, dit-elle en le regardant dans les yeux, es-tu sûr? Si je signe ça, tu ne pourras pas revenir, quoi qu'il arrive. Marco rit. C'était un son froid et pitoyable. Andrea, regarde-toi et regarde-moi. Crois-moi, je ne reviendrai pas. Signe juste les papiers pour que nous puissions tous passer à autre chose. Sofia gloussa dans son coin. Idéalement avant ma réservation pour le déjeuner, s'il vous plaît. Andrea posa le stylo. Elle écrivit son nom, Andreares de la Torre. Elle repoussa les papiers. J'utiliserai mon nom de jeune fille, dit-elle doucement. Je ne veux rien dire de plus. Ça me va. Marco prit les papiers et vérifia la signature. J'aime, dépose ça immédiatement. Andrea, le chèque est en route. Bonne chance pour quoi que tu fasses. Il se leva, offrit son bras à Sofia et quitta la pièce sans se retourner. Il ne demanda pas comment allait le bébé. Il ne demanda pas où elle dormait. Il s'éloigna simplement vers son avenir brillant et étincelant. Andrea attendit d'entendre le clic de la porte. Puis elle se leva, ajusta son gilet et changea de posture. Son dos autrefois voûté avait disparu, remplacé par une colonne vertébrale faite d'acier. Elle quitta le bâtiment, ignorant la réceptionniste.
Elle marcha 3 pâtés de maison jusqu'à la Rolls-Royce qui l'attendait. Alfredo ouvrit la portière. Arturo Montenegro attendait à l'intérieur avec un verre de champagne. Alors, demanda-t-il. Andrea parla, sa voix aussi froide que la glace. Arturo posa son verre. L'ennemi le plus dangereux, ma chère dame, est celui que l'on croit mort. Maintenant, rentrons à la maison. La voiture quitta la ville et se dirigea vers le lotissement exclusif de Forbes Park. Ils passèrent des grilles de fer et d'or et des allées couvertes de grands cèdres. Enfin, ils s'engagèrent dans une allée qui semblait s'étendre sur plusieurs kilomètres. Le domaine de la Torre n'était pas seulement une maison, c'était un sanctuaire, une forteresse moderne de verre, de pierre et de bois surplombant les jardins. Il comptait 6 chambres, une bibliothèque, un quai privé sur un lac artificiel et 5 membres du personnel tenus au secret absolu. Quand Andrea descendit de voiture, la gouvernante, une belle femme nommée Celia, s'inclina. « Bienvenue chez vous, mademoiselle de la Torre. Nous avons préparé la chambre du bébé. » Andrea fit le tour de la maison, sa main caressant les surfaces de marbre importées. Elle s'arrêta à la chambre du bébé. Elle était peinte d'une couleur crème douce avec un berceau qui semblait appartenir à une princesse. Elle s'approcha de la fenêtre du sol au plafond et regarda les eaux grises du lac. Quelque part de l'autre côté de ce lotissement, dans un pantouse exigu du centre-ville, Marco célébrait sa liberté. Profitant, Marco, chuchota-t-elle, posant sa main sur son ventre. Profite de ta petite victoire. Car quand j'en aurai fini avec toi, il ne te restera plus aucun nom à signer. 6 mois passèrent. Marco Santiago ajusta sa cravate dans le miroir des toilettes chez Del Rosario Partners. Il avait l'air fatigué. Il avait des cernes que l'anti-cerne ne pouvait plus cacher. La vie avec Sofia n'était pas le conte de fées qu'il imaginait. Il s'avéra que Sofia n'était pas seulement exigeante, elle était un trou noir financier. Elle exigeait des voyages dans les îles, de nouvelles voitures et des dîners coûteux. Marco gagnait un bon revenu, mais il était entièrement consommé pour maintenir son train de vie. Il vivait d'un chèque de paye à l'autre malgré son salaire à 6 chiffres. Pire encore, la promotion au poste d'associé principal ne s'était pas concrétisée. Son beau-père, le patron, continuait de la faire miroiter comme une carotte au bout d'un bâton. Apporte un gros poisson, Marco, et l'association est à toi. Marco se lava le visage. Il avait besoin d'une victoire. Il avait besoin d'un miracle. Il retourna à son bureau où son assistant, un jeune homme nerveux nommé Gregorio, l'attendait. « Monsieur Santiago, dit Gregorio en tremblant, j'ai un appel pour vous sur la ligne 1. C'est du groupe Aurelius. » Marco se raidit. Le groupe Aurelius était une légende dans le monde de l'investissement et une société de capital investissement basée à Zurich apparue soudainement il y a 6 mois. Ils achetaient des actifs en difficulté, des startups technologiques et de l'immobilier dans tout le pays. Personne ne savait qui était le PDG. Tout ce qu'ils savaient, c'était qu'Aurelius avait les poches plus profondes que la banque centrale. Marco décrocha le téléphone. Marco Santiago à l'appareil. « Monsieur Santiago », répondit une voix claire teintée d'un accent étranger. « Je suis Arturo Montenegro. Je représente le groupe Aurelius. » Le cœur de Marco bondit. « Monsieur Montenegro, j'ai entendu parler de vous. Comment puis-je vous être utile ? » « Nous recherchons des conseils locaux à Manille, dit doucement Arturo. Nous prévoyons une prise de contrôle hostile d'une société de logistique et nous avons besoin d'un avocat agressif, quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains. Votre nom est apparu. » Marco bomba le torse. « Je suis la personne qu'il vous faut, monsieur Montenegro. Mon deuxième prénom est agressif. » Très bien. Cependant, le groupe Aurelius valorise la confidentialité par-dessus tout. Vous vous référerez directement à moi. Vous ne rencontrerez jamais le conseil d'administration, et vous donnerez la priorité à nos dossiers sur tous vos autres clients. En retour, nous sommes prêts à vous verser des honoraires de rétention de 2,5 millions par mois, en plus des heures facturées. 2,5 millions. C'était plus que son salaire de base. C'était assez pour rembourser ses cartes de crédit, acheter à Sofia le collier de diamants qu'elle réclamait et enfin obtenir son poste d'associé. « J'accepte, dit Marco, presque trop vite. Quand commençons-nous ? » Immédiatement, dit Arturo. Je vous transmets les dossiers dès maintenant. Ne nous décevez pas, monsieur Santiago. La présidente d'Aurelius est impitoyable.
Marco reposa le téléphone et frappa l'air du poing. Oui. Il ne savait pas qu'il se trouvait à 5 kilomètres d'un bureau ensoleillé dans le domaine de la Torre. Arturo Montenegro reposa le téléphone et regarda la femme assise dans le fauteuil en cuir à haut dossier. Andrea était complètement différente de la femme du cimetière. Le poids supplémentaire de la grossesse avait disparu, remplacé par une silhouette mince et athlétique sculptée par un entraîneur personnel. Ses cheveux, autrefois d'un brun terne, étaient maintenant d'un chocolat riche et brillant, coupés en un carré asymétrique net qui respirait le pouvoir. Elle portait un tailleur blanc qui coûtait plus cher que la voiture de Marco. Dans ses bras, elle tenait un bébé de 3 mois aux yeux vifs, Victoria. « A-t-il mordu à l'appât » demanda Andrea, berçant doucement Victoria. « Hameçon, ligne et plomb » dit Arturo, se versant un brandy de Jerez. Il n'a même pas lu les termes du contrat que j'ai envoyé. Il est désespéré d'argent. Bien, dit Andrea. Elle s'approcha du bureau et regarda le dossier étiqueté Projet Icar. Quelle est la première tâche? La société de logistique, dit Arturo. Techniquement, c'est un conflit d'intérêts. Cette société de logistique appartient à l'un des clients les plus anciens de votre cabinet d'avocats. S'il accepte le dossier pour nous aider à l'obtenir, il trahit son propre patron. Andrea sourit. C'était un sourire froid, aussi tranchant qu'un diamant. Il a dit qu'il voulait une femme qui soit un atout. Je vais faire de lui le plus grand passif que son cabinet d'avocats ait jamais vu. Laissons-le accepter le dossier. Laissons-le ruiner sa réputation pour nous plaire. Et quand il aura brûlé tous ses vaisseaux, nous couperons la corde. Arturo acquiesça. Andrea regarda Victoria. Le bébé sourit. Andrea toucha son collier en or. Il nous a laissés dans la boue, Vicky, chuchota Andrea au bébé. Maintenant, nous allons l'enterrer dans l'or. Le piège est déjà tendu. Pendant les 3 mois suivants, Marco Santiago travailla comme un forcené. Il ne pouvait plus assister au dîner avec Sofia. Il ne pouvait plus assister aux événements du cabinet. Il était obsédé par l'idée de plaire au mystérieux groupe Aurelius. L'argent est enivrant. Des milliers de chèques étaient encaissés immédiatement. Marco acheta une nouvelle Porsche. Il installa Sofia dans un Pantouse plus grand. Il se sentait invincible. Il ne remarqua pas que chaque dossier qu'Arturo lui confiait était un piège. D'abord, il y eut le conflit d'intérêts avec la société de logistique. Marco trouva une faille dans la loi pour faire pression sur le client de longue date de son propre cabinet. La société fut livrée à Aurelius sur un plateau d'argent. Son patron était méfiant, mais les honoraires d'Aurelius étaient si élevés que le cabinet ferma les yeux. Ensuite, il y eut une transaction immobilière. Aurelius voulait acheter l'immeuble où se trouvait Del Rosario Partners. Arturo ordonna à Marco de trouver une clause dans le contrat de bail du cabinet qui permettrait au propriétaire d'augmenter le loyer de 3 cents%. « Pourquoi ferais-je cela » demanda Marco à Arturo. « C'est mon bureau. »« Parce que, » répondit froidement Arturo, « si vous ne le faites pas, nous reprendrons les honoraires. Et je pense que vous avez déjà dépensé le chèque du mois prochain. » Marco déglutit. Il avait réellement acheté un cheval de course à Sofia. Marco avait acheté un vrai cheval de course. Il avait légalement hérité de la paperasse pour que son propre cabinet de bas étage puisse faire face à l'expulsion ou à la faillite, tout cela pour plaire à une cliente qu'il n'avait jamais rencontrée. Il vend son âme une par une. Un mardi pluvieux de novembre, presque un an après les funérailles de Margarita del Tor, Marco reçut une invitation. Il s'agit d'un papier cartonné lourd, de couleur crème avec des lettres dorées, le gala annuel du groupe Aurelius honorant nos partenaires et amis. Tenue de soirée, salle de bal Rigaudon, The Peninsula Manila. Enfin, dit Marco à Sofia, en agitant l'invitation. Je vais enfin rencontrer le président. Je peux serrer la main de la personne qui nous a rendus riches. Sofia regarda l'invitation sans être impressionnée. Il était temps. J'ai besoin de faire personnaliser quelque chose à porter, ils ne peuvent pas me voir en prêt-à-porter. Achète ce que tu veux, dit Marco, les yeux pétillants d'avidité. Après ce soir, je demanderai un siège au conseil d'administration. Je suis le Golden Boy, Sofia. Je suis intouchable. Marco ne savait pas que le président n'était pas un homme. Il ne savait pas que les murs se refermaient, et il ne savait certainement pas que la liste des invités comprenait non seulement lui, mais aussi son patron, les associés de son patron et tous ceux qui l'idolâtraient pour en arriver là.
Ce n'est pas une fête, c'est une exécution, et Andrea Rez est prête à abattre la hache. La salle de bal Rigaudon du Péninsula Manila est une mer de smoking noir et de diamants étincelants. Un quatuor à cordes joue doucement dans un coin, étouffé par le murmure de l'élite de Manille. Marco Santiago se tient à côté de la sculpture de glace, faisant tournoyer un verre de champagne. Il a l'impression d'être un dieu. Il porte un nouveau smoking Armani sur mesure. À son bras, Sofia portait une robe rouge avec un décolleté plongeant agressif conçu pour attirer l'attention. « Regarde la foule », chuchota Marco à Sofia. Le PDG de PLDT et un sénateur étaient là. « Assure-toi simplement de me présenter au président », dit Sofia, regardant son reflet dans une cuillère. « J'aimerais demander s'ils ont des vacances dans leur département de relations publiques. Papa a été très avare avec mon allocation ces derniers temps. » En parlant de papa, Marco serait dit. Arturo Del Rosario, l'associé principal de Del Rosario Partners et père de Sofia, s'approche d'eux. Il n'a pas l'air content, son visage était aussi rouge qu'une tomate et il marchait d'un pas déterminé. Arturo, cria Marco, ignorant le regard de son gendre. Marco rayonnait, affichant son plus beau sourire. Arturo, j'ai été invité par le groupe Aurelius. J'ai fait un peu de travail de consultant pour eux. J'ai pensé que cela pourrait être une bonne opportunité pour le réseautage du cabinet. Les yeux d'Arturo s'agrandirent. Du réseautage pour le cabinet? Es-tu fou? Le groupe Aurelius est le prédateur qui vient d'émerger d'une prise de contrôle hostile de notre plus gros client en logistique. Ce sont eux qui ont augmenté le loyer de notre immeuble. Ils essaient de nous consumer. Le sourire de Marco vacilla. Il sentit une goutte de sueur froide couler dans son dos. Il savait que c'était lui qui avait rédigé les documents pour ces transactions, mais il ne réalisait pas qu'Arturo savait qu'Aurelius était derrière tout cela. Je ne connais pas les détails, Arturo, mentit Marco. J'ai juste géré quelques contrats mineurs. Eh bien, il vaut mieux que ce ne soit qu'une chose mineure, grogna Arturo, parce que je vais découvrir qui dirige cette société fantôme et je vais les poursuivre jusqu'à la fin du monde. Et si je découvre que quelqu'un dans mon cabinet les a aidés? Il laissa la menace en suspens. Soudain, les lumières de la salle de bal s'éteignirent. Un projecteur se concentra sur la scène. La conversation se tut immédiatement. Arturo Montenegro monta sur scène. Il avait l'air respectable, puissant et totalement maître de lui. Mesdames et messieurs, la voix d'Arturo résonna dans les haut-parleurs. Honorables invités. Victimes. Une vague de rire nerveux parcourut la foule. Ce soir, continua Arturo, est une nuit de révélation. Depuis un an, le groupe Aurelius opère dans l'ombre. Nous avons acquis des actifs, corrigé les inefficacités du marché et testé les caractères. Arturo regarda autour de la salle. Ses yeux semblèrent se fixer sur Marco un instant. Beaucoup d'entre vous se demandent qui est derrière le groupe Aurelius. Il y a des rumeurs, un prince étranger, un algorithme technologique, un conseil d'administration sans visage. Marco baissa la tête, le cœur battant plus vite. C'est le moment. La vérité, dit Arturo, est que le groupe Aurelius a été fondé sur un seul principe, le vrai pouvoir ne rugit pas. Il attend. S'il vous plaît, accueillons la présidente. Et l'unique propriétaire du groupe Aurelius est Madame Andrea de la Torre. Les lourds rideaux de velours s'ouvrirent. Marco lâcha son verre de champagne. Il se brisa sur le sol en marbre, le son résonnant dans le silence. Andrea sortit sur scène, mais ce n'était pas l'Andrea qu'il connaissait. Ce n'est pas la femme aux vêtements boueux de l'enterrement. Ce n'est pas le rat s'excusant de son existence. Cette femme est une déesse. Elle portait une longue robe en velours bleu nuit qui épousait chaque courbe, scintillant sous les lumières comme de l'eau profonde. Autour de son cou se trouvait un collier de diamants si large qu'il semblait lourd. Ses cheveux foncés étaient attachés en un chignon majestueux. Son maquillage accentuait impeccablement des yeux qui brûlaient d'une intelligence froide et terrifiante. Elle s'approcha du micro. Elle n'avait pas l'air nerveuse, elle avait l'air de s'ennuyer. « Andrea » murmura Marco. La pièce tournait. « C'est Andrea. »« Qui ?» demanda Sofia, regardant la scène avec jalousie. « Tu connais cette milliardaire ?»« C'est ma femme » chuchota Marco, la voix brisée. Sur scène, Andrea tapota le micro. « Bonsoir » dit-elle. Sa voix était douce et assurée. Personne n'est méconnu.
Merci à tous d'être venus. Cela fait 1 an. J'étais dans un cimetière sous la pluie avec rien d'autre qu'une fille, 4 erreurs et un cœur brisé. Ce soir, je suis ici en tant que propriétaire d'un portefeuille d'une valeur de 40 milliards que la plupart des gens ont considéré comme acquis. Ils applaudirent, mais elle leva une main pour les faire taire. L'argent était facile à obtenir, continua Andrea. L'honnêteté et l'intégrité. C'est rare. J'ai fondé cette entreprise pour tester l'intégrité des gens de cette ville, particulièrement l'intégrité de mes proches. Elle regarda directement Marco. Il semblait que le projecteur suivait son regard. J'ai découvert qu'il y a des hommes qui vendraient leur âme pour un chèque d'honoraires, dit Andrea, sa voix baissant d'un octave. J'ai découvert qu'il y a des avocats qui trahiraient leurs propres associés pour un aperçu du pouvoir, et j'ai découvert que parfois la responsabilité dont vous vous débarrassez est, en fait, la banque. Marco avait l'impression d'étouffer. Elle parlait de l'accord logistique et de l'augmentation du loyer. Il avait fait ces choses pour son entreprise, pensant qu'il servait une inconnue. Il avait ruiné son propre patron pour elle. Andrea sourit à un sourire cruel et magnifique. S'il vous plaît, profitez du champagne. Il est millésimé, comme la vengeance. Elle se tourna et quitta la scène. Le chaos commença. Marco, attends. Sofia lui saisit le bras, mais Marco la repoussa. Il courut sous l'effet de l'adrénaline et de la peur, se faufilant à travers la foule. Il ignora le regard furieux de son patron, il devait l'atteindre. Il devait atteindre Andrea. Elle est riche, criait son esprit. Elle vaut des milliards et nous sommes toujours légalement mariés. Je n'ai pas signé le décret final. Attends, n'ai-je pas signé la période de réflexion? Je peux encore arranger ça. Il atteignit la section VIP, bloqué par 2 grands agents de sécurité. Écartez-vous, cria Marco. C'est ma femme. J'ai le droit de la voir. Laissez-le entrer, dit une voix de l'intérieur. Le garde s'écarta. Marco trébucha dans un salon privé. Andrea était assise sur un canapé en velours, buvant de l'eau. Arturo Montenegro se tenait derrière elle comme un garde. Andrea ne se leva pas. Elle le regarda par-dessus le bord de son verre. Bonjour, Marco. Tu as l'air de transpirer. Est-ce le loyer? Ce smoking, Andrea. S'exclama Marco, s'agenouillant devant elle. Andrea, mon Dieu, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi l'as-tu caché? Est-ce que cela changerait quelque chose? La question froide d'Andrea le transperça. Si je t'avais dit à l'enterrement, est-ce que tu restes, serais-tu resté pour l'argent? Je serais resté parce que tu es ma femme, mentit Marco, essayant de lui prendre la main. Andrea la retira comme si elle était malade. Nous ne sommes pas mariés, Marco, dit-elle. L'annulation est devenue définitive. Cela fait 3 mois. Tu étais trop occupé à travailler pour Aurelius que tu n'as même pas lu l'avis de jugement final envoyé à ton bureau. Tu as laissé passer le délai par défaut. Pouvons-nous nous remarier? Marco, s'il te plaît. Il avait l'air pitoyable. L'arrogance avait disparu, remplacée par une cupidité nue. Nous avons un enfant. Je veux être un père, Andrea. Je veux que nous soyons une famille. Andrea rit. C'était un son sombre. Arturo, dit-elle, montre-le lui. Arturo s'approcha et déposa un dossier épais sur la table. Quoi? Demanda Marco. Arturo dit qu'il s'agissait d'une compilation de chaque courriel, chaque contrat et chaque transaction qu'il avait facilité pour le groupe Aurelius au cours des 6 derniers mois. Il détaillait comment il avait sciemment agi contre les intérêts de son employeur, Del Rosario Partners. Cela prouvait qu'il avait manqué à son devoir fiduciaire, et cela prouvait qu'il était coupable de fautes professionnelles et de fraude. Marco pâlit. Tu m'as engagé pour faire ça. Tu m'as piégé. Je t'ai offert une corde, corrigea Andrea. Tu as choisi de te pendre avec. Tu n'étais pas obligé de prendre le dossier logistique. Tu n'avais pas à convaincre ton patron pour l'accord de location. Tu l'as fait pour l'argent. Tu l'as fait parce que tu n'as pas de boussole morale. La porte du salon VIP s'ouvrit bruyamment. Arturo Del Rosario entra, furieux, suivi de Sofia. Toi, cria Arturo à Marco. Je viens de parler à l'associé de Maître Montenegro à l'extérieur. C'est vrai.
Tu représentais l'entreprise qui attaquait notre cabinet. Tu es un traître pour moi, Marco. Marco sursauta, regardant tour à tour Andrea et Arturo. Arturo, s'il te plaît. Laisse-moi expliquer. C'est un piège. Elle m'a piégé. Vous avez accepté l'échec, monsieur Del Rosario, dit calmement Arturo Montenegro. 2,5 millions par mois, déposés directement sur un compte que votre fille partage avec lui. Arturo devint violet. Il regarda Marco avec un pur dégoût. Tu es viré. Sors de ma vue. Je ferai révoquer ta licence demain. Tu ne pourras plus jamais pratiquer le droit dans ce pays. Arturo, attends, cria Marco. Il se tourna vers Sofia. Sofia, bébé. Dis-leur. Nous sommes une équipe. Sofia regarda Marco. Son visage en sueur montrait son désespoir. Puis elle regarda Andrea, assise là comme une reine couverte de diamants. Sofia calcula. Marco était viré, il était ruiné. Ne me touche pas, grogna Sofia en reculant. Tu es un perdant, Marco. Je t'ai dit que j'avais besoin d'une victoire. Je rentre chez papa. Sofia se tourna et partit. Arturo la suivit, s'arrêtant seulement pour cracher sur le sol près des chaussures de Marco. Marco fut laissé seul. Il se tenait au milieu de la pièce. Sa vie s'était effondrée en 5 minutes. Il avait perdu son travail, sa carrière, sa petite amie et son statut. Il se tourna lentement vers Andrea. Tu m'as ruiné, chuchota Théil. Tu as planifié ça. Tu es maléfique. Je ne t'ai pas ruiné, Marco, Andrea se leva enfin. Elle était plus grande que lui à cause de ses talons. Je t'ai juste laissé être toi-même. Elle saisit sa pochette. Oh, et une dernière chose, dit-elle en s'arrêtant à la porte. Le Penthouse. Aurelius a racheté la créance hypothécaire la semaine dernière. Nous allons saisir. Tu as 24 heures pour partir. Je parie que tu devrais commencer à faire tes valises. Il va pleuvoir demain. Andrea sortit, suivi d'Arturo. Marco s'assit sur le canapé en velours et enfouit son visage dans ses mains. À l'extérieur, les applaudissements pour la présidente continuaient, forts et tonitruants. La descente du Penthouse au caniveau ne fut pas une chute soudaine, ce fut une descente fatigante et douloureuse qui dépouilla Marco de chaque couche de son être. Cela avait commencé le lendemain matin du gala. L'avis de saisie sur la porte du Penthouse était orange néon, un cri strident contre le bois d'acajou coûteux. Marco se tenait là dans son couloir, entouré de cartons inachevés et de la réalisation que le silence de l'appartement était le son de la mort de sa vie. Il essaya de se battre, bien sûr. Il était avocat. Il savait comment déposer des recours, comment retarder, comment bluffer. Mais il ne se battait pas contre une banque, il se battait contre le groupe Aurelius. Chaque recours qu'il déposait recevait une réponse dans leur part une équipe d'avocats qui l'enterrait sous des papiers qu'il ne pouvait pas lire, et encore moins contester. Vint ensuite l'audience de radiation. Ce fut le dernier clou du cercueil. Del Rosario ne s'était pas contenté de le licencier, les associés l'avaient cloué au pilori. Les preuves qu'Arturo Montenegro avait recueillies et les courriels, les comptes secrets, les conflits d'intérêts étaient incontestables. Marco comparut devant le comité d'éthique. Un homme qui portait autrefois des costumes coûtant des milliers de dollars portait des vêtements froissés parce qu'il n'avait plus les moyens de les faire nettoyer à sec. Quand le marteau tomba et que sa licence fut révoquée, cela sonna comme un coup de feu. Il vendit la Porsche, puis la Rolex, puis les meubles en cuir italien. Il passa d'un Penthouse à un appartement, puis à un studio, et enfin à un sous-sol dans le sud de Manille qui sentait toujours le ciment humide et l'échec. Marco Santiago, l'homme qui avait divorcé de sa femme parce qu'elle était un fardeau, était devenu exactement ce qu'il détestait, un perdant. 5 ans plus tard, le mois de novembre à Manille était impitoyable. La pluie était froide, incessante et glaçante. Marco se tenait sur le quai de chargement de PPS Auto Supply, frissonnant dans un coupe-vent bleu de taille trop petite pour lui. Il avait 40 ans mais en paraissait 55. Ses cheveux s'éclaircissaient et son visage était bouffi par un régime de nouilles instantanées et de bière bon marché. La lueur vive et prédatrice de ses yeux avait disparu, remplacée par un nuage terne et larmoyant de ressentiment. Santiago, bouge. Marco secoua la tête. Son contremaître, un jeune homme de 24 ans nommé Kiko avec un tatouage au cou et de mauvaises manières,
jeta un coup d'œil par la porte. Les plaquettes de frein étaient encore fausses, cracha Kiko, mâchant un cure-dent. Tu ne sais même pas compter jusqu'à 10. Répare ça ou ne viens pas demain. Je suis en pause déjeuner, Kiko, chuchota Marco, tenant une tasse en polystyrène de café froid. Je m'en fiche. Tu as de la chance que je t'ai pris avec ton dossier. Maintenant, au travail. Kiko ferma la porte. Marco resta à fixer l'asphalte gris et froid. Il se souvenait d'une époque où les jeunes associés frissonnaient quand il entrait dans une pièce. Maintenant, il se faisait intimider par un gamin qui n'avait même pas fini le lycée. Il alluma la petite radio portable qu'il gardait sur le quai de chargement, il avait besoin de bruit pour étouffer ses pensées. Un journaliste rapportait avec enthousiasme l'inauguration d'une nouvelle aile à l'hôpital pour enfants. Un don sans précédent de la philanthrope Andrea de la Torre avait révolutionné les soins pédiatriques dans la ville, le nouveau centre pédiatrique de la Torre Santiago. Marco se raidit. La tasse de café tomba de sa main et éclaboussa ses baskets usées. De la Torre Santiago. Le nom résonna dans sa tête comme une cloche d'église. Elle utilisait son nom de famille. Son cœur commença à battre dans sa poitrine à un rythme rapide et désespéré. Pourquoi Andrea nommerait-elle un bâtiment d'1 milliard de dollars Santiago alors qu'elle le détestait? Elle l'avait détruit. À moins qu'elle ne soit plus en colère. L'espoir était une chose dangereuse pour un homme désespéré. Dans l'esprit de Marco, affamé d'amour et de statut, sa logique était déformée. 5 ans avaient passé. Peut-être que la colère s'était dissipée. Peut-être qu'elle avait réalisé qu'un enfant a besoin d'un père. Peut-être qu'elle utilisait le nom de famille parce que, au fond d'elle, la famille qu'ils étaient censés être lui manquait. Il regarda ses mains tachées de graisse. Elle a utilisé le nom de famille, chuchota Théil. Il ne réfléchit pas. Il ne planifia rien. Il réagit simplement. Il enleva son coupe-vent bleu et le jeta à la poubelle. Il quitta le quai de chargement, ignorant les cris de Kiko depuis la fenêtre du bureau. Il devait se rendre à l'hôpital. Marco n'avait pas de voiture, et il n'avait pas d'argent pour un VTC. Il prit 2 bus, assis à l'arrière, serré entre un adolescent avec une radio et une femme avec des sacs en plastique mouillés. Marco regarda son reflet dans la vitre sombre. Il essaya de recoiffer ses cheveux avec de la salive. Il boutonna sa chemise bon marché en polyester jusqu'au cou, essayant d'avoir l'air respectable. J'ai l'air débraillé, admit-il. Mais Andrea comprendrait, elle savait ce que c'était que de n'être rien. Elle aussi avait été pauvre auparavant. Elle pourrait voir qu'il avait payé pour ses péchés. Quand il arriva à l'hôpital, la pluie avait commencé à tomber. La scène était éblouissante. De grands projecteurs balayaient le ciel. Une tente blanche couvrait un tapis rouge menant à l'entrée vitrée étincelante de la nouvelle aile. Une file de limousines et de SUV noirs attendaient sur le bord de la route, leurs feux arrière brillant en rouge dans le brouillard. Marco se tenait sur le trottoir, grelottant. Il était trempé. L'eau collait ses vêtements fins à sa peau, le rendant décharné. Il se faufila à travers la foule de curieux rassemblés derrière les cordons de velours. Il vit des visages qu'il connaissait de sa vie passée et des PDG et des mondains, mais ils passèrent devant lui sans un regard. Leurs yeux glissèrent sur lui comme s'il faisait partie du décor, juste un mendiant de plus dans la ville. Mesdames et messieurs, une voix résonna dans les haut-parleurs. Veuillez accueillir la bienfaitrice de ce nouveau centre, Madame Andrea de la Torre. La foule applaudit. La portière de la limousine principale s'ouvrit. Marco retint son souffle. Andrea sortit. Non seulement le temps était clément avec elle, mais elle était aussi radieuse. Elle portait un trench coat de couleur crème fait sur mesure, ceinturé à la taille pour révéler une silhouette à la fois élégante et puissante. Ses cheveux étaient détachés, tombant en vagues sombres et douces sur ses épaules. Elle dégageait une puissance calme et inapprochable. Mais elle n'était pas seule, elle tenait la main d'une petite fille. Marco sentit son souffle se couper dans sa gorge. L'enfant avait 5 ans. Elle avait des cheveux bouclés qui rebondissaient alors qu'elle marchait et des yeux brillants et curieux. Elle portait un manteau bleu marine avec des boutons dorés brillants. Elle ressemblait à un ange. Victoria. Les genoux de Marco faiblirent. C'était son enfant, l'enfant qu'il avait qualifié de fardeau, l'enfant qu'il avait refusé de visiter. Elle n'était qu'à 15 mètres. Andrea, cria Marco.
Sa voix était rauque sous l'effort. Le son fut englouti par la pluie. Andrea souriait au photographe. Victoria était guidée vers le podium. Andrea. Marco se précipita. Il se glissa sous le cordon de velours, trébuchant sur le tapis rouge. Et, revenez ici. Un agent de sécurité, un homme imposant avec une oreillette, se déplaça avec une rapidité effrayante. Il saisit Marco par l'épaule et le repoussa. Lâchez-moi. Cria Marco, luttant contre la poigne du garde. C'est ma femme. C'est ma fille. Andrea, regarde-moi. Le chaos se propagea à l'événement ordonné. Les photographes détournèrent leurs objectifs de la coupure du ruban et se concentrèrent sur l'agitation. Les flashs explosèrent, aveuglant Marco. Andrea s'arrêta. Elle ne bougea pas, elle s'arrêta simplement. Sa main se serra protectrice sur l'épaule de Victoria. Elle se tourna lentement. Le silence qui enveloppa l'entrée était pesant. Les seuls sons étaient la pluie battante et la respiration brisée et désespérée de Marco. Andrea, murmura Marco. L'eau coulait de son nez. J'ai vu l'enseigne. Delator Santiago. Tu as utilisé mon nom de famille. Andrea le regarda. Son expression était illisible ni en colère, ni triste. C'était l'expression polie et distante que l'on pourrait donner à un étranger ayant soudainement interrompu une conversation au dîner. Elle fit quelques pas de plus avec Victoria. Arturo Montenegro, fidèle comme toujours, se tenait à ses côtés, tenant un grand parapluie noir au-dessus d'elle. Je n'ai pas utilisé ce nom de famille pour toi, Marco, dit Andrea. Sa voix était calme et facile à entendre dans l'air immobile. Je l'ai utilisé parce qu'il lui appartenait. Elle regarda Victoria. Elle est une Santiago. C'était son droit de naissance. Tu lui as donné ce nom de famille, et ensuite tu ne lui as rien donné d'autre. Puis-je changer cela? S'il te plaît. Marco tendit une main tremblante. J'ai changé, Andrea. Regarde-moi. J'ai tout perdu. Je travaille dans un magasin de pièces auto. Je vis dans un sous-sol. J'ai payé pour ce que j'ai fait. S'il te plaît, laisse-moi juste la voir. Laisse-moi être un père. Victoria se cacha derrière le manteau d'Andrea, jetant un coup d'œil à l'homme trempé qui criait. Maman, c'est qui? Demanda-t-elle. Sa voix était petite et effrayée. Le cœur de Marco s'arrêta. Dis-lui, pria-t-il. Dis-lui que je suis son papa. Dis-lui que je suis désolé. Andrea s'agenouilla sur le tapis rouge, ignorant l'humidité sur son manteau coûteux. Elle ne regarda pas Marco, elle regarda simplement sa fille. Elle écarta une boucle de son visage d'une main douce. Tu te souviens quand je t'ai dit que parfois les gens prennent de mauvaises décisions, émanda Andrea à l'enfant. Victoria hocha la tête. Et tu te souviens quand je t'ai dit que parfois nous devons lâcher les choses qui nous font mal pour faire de la place aux choses qui nous rendent heureux. Oui, maman. Andrea se leva et regarda Marco une dernière fois. Ses yeux étaient clairs, secs et totalement définitifs. Il n'y avait plus de colère en eux, seulement une vaste et vide indifférence. Cet homme, dit Andrea à sa fille, est un fantôme d'une très vieille histoire. Nous ne le connaissons pas. Marco sentit son âme s'écraser. Nous ne le connaissons pas. Arturo, dit Andrea en se retournant. Entrons. Il fait froid ici. Andrea, ne fais pas ça, cria Marco. Le garde de sécurité le poussa violemment. Marco trébucha, ses pieds glissant sur le ciment mouillé. Il tomba sur le béton, ses paumes éraflées. Il leva les yeux du sol. Les portes vitrées du centre pédiatrique Delator Santiago s'ouvraient. Une lumière chaude et dorée s'en déversa, illuminant la pluie comme un phare d'un endroit où il lui était interdit d'entrer. Il vit Andrea et Victoria entrer dans la lumière. Victoria ne regarda pas en arrière. Les portes se fermèrent. Les gens commencèrent à partir, mal à l'aise face à la scène dont ils avaient été témoins. Les paparazzi regardèrent leurs photos, réalisant que l'homme fou ne méritait pas un gros titre, et partirent. Marco fut laissé au sol. L'eau imbibait son pantalon. Il était glacé jusqu'aux os. Il tremblait si fort que ses dents s'entrechoquaient. Il s'était attendu à de la colère, il pouvait combattre la colère. La colère signifiait qu'il était encore important.
Mais l'indifférence consistait à être effacé de l'histoire de sa propre fille. C'était une blessure qui ne guérirait jamais. Il entendit le clic de chaussures brillantes sur le ciment et leva les yeux. Arturo Montenegro se tenait au-dessus de lui. Le vieil avocat le regardait avec un regard qui n'était pas cruel, mais sans merci. C'était le regard de quelqu'un qui solde les comptes. Monsieur Santiago, chuchota Marco avec frustration, elle a nommé le bâtiment d'après mon nom de famille. Jusqu'à la fin amère, vous pensez que tout tourne autour de vous, corrigea Arturo. Elle l'a nommé pour la fille qu'elle a élevée seule. Vous n'êtes qu'une nécessité biologique. Une transaction. Arturo plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un portefeuille en cuir. Marco le regardait. Allait-il lui offrir un taxi? Un arrangement pour qu'il parte? Arturo sortit un seul billet. Il se pencha et le glissa dans la poche mouillée et tachée des vêtements de Marco. Qu'est-ce que c'est? Huchota Marco. 500 pesos, dit Arturo, pour le taxi. Andrea a mentionné qu'elle se souvenait du jour où vous l'avez laissé au cimetière. Vous lui avez laissé exactement cette somme pour commencer une nouvelle vie. Comme vous valez maintenant environ 1/1000 de ce qu'elle vaut, le calcul semble juste. Ne revenez pas, monsieur Santiago. La prochaine fois, la sécurité ne serait pas aussi aimable. Arturo se tourna et marcha vers l'entrée de l'hôpital, son parapluie le protégeant de la tempête. Marco resta assis seul sous la pluie. Il fouilla dans sa poche et sortit l'argent à un morceau de papier froissé. Il leva les yeux vers le bâtiment de verre s'élevant, scintillant de chaleur et de vie. Il regarda le nom de la Torre Santiago gravé dans le métal au-dessus de la porte. C'était un monument à la famille qu'elle avait créée et à l'héritage qu'il avait abandonné pour une promotion qui n'était jamais venue. Il essaya de se lever, mais ses jambes étaient lourdes. Il avait si froid. Marco rit un son brisé et rauque qui se transforma en sanglots. Il s'allongea sur le ciment mouillé. Alors que la pluie de Manille se déversait sur lui, la route était nettoyée de la saleté et de la boue. Et c'était la vérité tragique et satisfaisante du karma. Marco pensait qu'il pouvait jeter quelqu'un comme un déchet parce qu'il ne correspondait pas à son esthétique, pour découvrir ensuite que cette personne détenait les clés du royaume même dans lequel il mourait d'envie d'entrer. Il avait passé sa vie à courir après l'or, pour finalement perdre tout ce qui comptait réellement.